Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 30 décembre. Comment vont s'organiser les secours pour le réveillon de la Saint-Sylvestre? Visite de terrain ce matin de la présidente du conseil départemental de Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin. Elle a notamment rencontré le personnel du SDIS de Morne-à-l'Eau, le service départemental d'incendie et de secours qui sera donc mobilisé demain. L'occasion également de faire le point sur l'activité des casernes et les travaux réalisés. Je vous propose justement d'écouter la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin. Elle est interrogée par Patrick Curie. Je crois que c'est un corps de métier qui est au service de la population guadeloupéenne et qui est au service de tout un chacun, qui servent ce pays, Guadeloupe, 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc je leur disais tout à l'heure que c'est un sacerdoce et ma visite ici c'est pour leur dire à la veille d'un long week-end que je leur souhaite beaucoup de santé, mais aussi ce qui est important c'est de leur dire que chaque jour, ils aident, ils accompagnent, ils sont là au service, ils n'ont pas de week-end et même s'ils sont par exemple en repos, s'il y a une grosse intervention, eh bien, ils doivent le faire. Dire aux pompiers volontaires que nous les remercions, ils donnent en dehors de leur métier, de leur travail du quotidien, de leur famille, ils donnent de leur temps libre. Et même s'il y a un petit pécule qui arrive et qui peut récompenser cette disponibilité, mais c'est quand même une volonté particulière, une envie de servir ce pays-là. Et je leur dis, sous la casquette, on aurait dû marquer servir, parce que c'est vraiment le service qu'ils rendent à la population. Et le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est donc demain. Allez-vous passer cette soirée en famille ou bien entre amis? C'est ce que vous a demandé Anne-Elisabeth Artsen. Le 31, je pense de passer en famille avec des amis, des collègues de travail. Le 31, le premier, c'est les adultes qu'on offre les cadeaux. Je vais à l'église et après, je reste chez moi en famille. Des langoustes, gratter les niams, un petit peu de tout. Donc, ma soeur vient à la maison, en famille, on mange comme tout le monde. On ne fait pas d'invitation. Hein. On sera ensemble, quoi. Il suffit de se réunir, c'est tout. Hein. Je suis invitée chez une copine à moi, donc je pense que je vais aller avec ma petite famille et m'amuser de mon mieux, puisque je ne fais pas de grands trucs. D'habitude, je ne sors pas pour le 31, mais comme là, elle m'a invitée et c'est une bonne amie, donc je pense que je vais m'amuser et terminer l'année avec elle. Elle nous a dit que c'est une surprise. Et moi, comme j'aime danser, donc je pense que je vais beaucoup m'amuser. Je ne fais rien du tout. Je reste à la maison avec mon mari. Comme il n'a pas une bonne santé, alors nous sommes à la maison. On va manger. On fait des langoustes, on a acheté des langoustes grillées. On fait un petit peu d'haricots rouges. Consommer un peu de riz blanc et puis un petit dessert. On a acheté de la glace. Je pense qu'on va faire ça à la dernière minute et puis fêter en famille. Et peut-être que sur votre table demain, il y aura des oursins blancs. La pêche est ouverte en Guadeloupe depuis le 15 décembre et ce jusqu'au 14 janvier inclus. Elle est exclusivement réservée aux marins-pêcheurs professionnels, une pêche qui est rigoureusement encadrée. Et pourtant, on ignore le stock d'oursins présents en Guadeloupe. Comme le souligne Nicolas Diaz, c'est le secrétaire général du comité régional des pêches. Il est interrogé par Richard Scott-Tamar. Il s'agit d'une pêche qui est soumise à autorisation, c'est-à-dire que le pêcheur professionnel qui souhaite participer à cette pêche doit demander l'autorisation aux autorités, donc à la direction de la mer. Ensuite, cette autorisation est assortie d'une obligation de déclaration des captures à la fin de la saison aux mêmes autorités, à la direction de la mer. Malheureusement, on n'est pas capable de statuer sur l'état de la ressource, tout simplement parce qu'il n'y a pas, pour cette espèce comme pour de nombreuses autres, il n'y a pas de suivi des stocks, de suivi des gisements d'oursins en continu. Le comité des pêches avait pourtant travaillé avec de l'argent public et des subventions européennes notamment, avait permis de mettre en place une méthodologie qui permettait annuellement de faire un état de la ressource. Donc d'aller sur les gisements, de comptabiliser la densité des oursins sur les différents sites où ils sont présents ordinairement, et puis également de faire des analyses de la maturité des gonades, de manière à pouvoir déterminer l'état du stock, la saison la plus propice à l'ouverture. Donc cette méthode, elle existe, mais on n'a pas les moyens de la déployer en continu, tous les ans.
Il est ouvert au grand public depuis un peu moins de 6 mois. Il s'agit du Memorial Act, l'occasion pour nous de faire un bilan sur la fréquentation touristique du mémorial installé sur l'ancien site de l'usine d'Arboussier. Le reportage de Patrick Hury et de Anne-Elisabeth Artsen. 6 mois après son ouverture, le Memorial Act séduit toujours autant le public. Le bilan est donc très positif selon le président de l'édifice. Le Memorial Act a dépassé les 70 000 visiteurs, c'est un très beau résultat, nous sommes très heureux, on voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent, mais aussi des Guadeloupéens qui continuent d'être fidèles à nos rendez-vous. Écoutez, en ce moment, depuis que les vacances ont recommencé, nous en sommes à peu près à 600-700 personnes par jour. Comme aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre les 600 visiteurs. Donc c'est une très bonne cadence. Et puis il y a des jours, il y a moins de visiteurs, ce n'est pas étal. Ils viennent des 4 coins de la France. Pour eux, pas question d'être de passage en Guadeloupe sans visiter le Memorial Act. Même Kelly, guadeloupéenne vivant en Hexagone, a tenu elle aussi à découvrir ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Je suis venue spécialement pour visiter le Memorial Act, parce que depuis l'inauguration, j'avais envie de voir ce que ça donnait et je trouve que c'est un bel outil pédagogique pour la jeunesse et puis pour les moins jeunes aussi, pour reprendre connaissance de l'histoire du pays, de la Guadeloupe, des Antilles, plus largement de la Caraïbe. C'est un très bel outil, c'est très complet. On a trouvé ça super, hyper bien fait, le cheminement, le contenu aussi. Un voyage, comme la personne à l'accueil nous l'a proposé, c'était un réel voyage. Le système de l'audio-guide où on rentre dans la salle, on peut avoir les commentaires comme on veut, on touche à rien, on se place, on peut recommencer. Il y a beaucoup de détails dans chaque chose, dans chaque pièce. C'est vrai qu'au départ, on était en train de dire est-ce qu'on peut avoir une visite guidée ? Et puis on nous a dit vous verrez, l'audio guide est bien complet et c'est vrai. Le musée dans sa globalité, je trouvais qu'il y avait c'était une très belle remise en perspective de l'esclavage avant, maintenant, pendant et après, donc c'est-à-dire maintenant. Je trouvais ça super beau, voilà, toutes les animations visuelles. Auditive, voilà, super bien fait, à faire. À ce rythme, d'ici 2016, la fréquentation des lieux atteindra les 70 000 visiteurs. On évoque même de nombreux projets prévus, comme des circuits organisés avec des taxis. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Nous allons parler de tourisme en Jamaïque. Il sera également question du bilan de l'année pour la CARICOM. Mais tout de suite, nous nous rendons en République dominicaine. Voici la Minute Caraïbe. République dominicaine, insécurité et pauvreté alimentaire. Les fortes pluies de cette année ont détruit de nombreuses cultures de subsistance, comme le maïs, la banane, la papaye, l'avocat ou encore la mangue, dans la plupart des petites exploitations agricoles. Ces dernières demeurent vulnérables aux inondations et aux glissements de terrain en raison du débordement des rivières et de l'absence de système de drainage de l'eau. Outre les menaces qui pèsent sur leur santé et leur vie même, les agriculteurs locaux affirment que les problèmes liés à l'environnement ont réduit leur niveau de production et par conséquent, ils n'ont plus suffisamment de nourriture pour nourrir leur famille. À ce jour, 1,5 million sur les 9,3 millions d'habitants que compte la République dominicaine souffrent de malnutrition, même si le pays est parvenu à réduire le nombre de personnes souffrant de la faim au cours des 20 dernières années, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Dans les pays des Caraïbes, l'insécurité alimentaire et la pauvreté sont des phénomènes largement ruraux, en dépit des réels progrès qui ont été réalisés dans certains d'entre eux en faveur de l'éducation et de la jeunesse. CARICOM, une année 2015 fondatrice. Le secrétaire général de la communauté des Caraïbes, CARICOM, Irvin Larocque, a relevé le travail collectif, l'engagement et les idées novatrices parmi les caractéristiques qui ont contribué à façonner l'année 2015 dans la région. L'année écoulée a été très enrichissante pour les membres de la communauté des Caraïbes. Nos actions en faveur d'une meilleure intégration et pour l'amélioration du niveau de vie de tous nos concitoyens sont des réalités. Les progrès que nous avons enregistrés sur plusieurs fronts sont le fruit de notre travail collectif, a-t-il affirmé à travers un message de fin d'année. Irvin Larocque a ajouté qu'une croissance économique soutenue va créer les emplois nécessaires pour maintenir une qualité de vie décente dans les pays de la CARICOM.
Beaucoup de nos États membres sont confrontés à des défis économiques et financiers, y compris une dette élevée ainsi que des difficultés d'accès à des financements à des taux raisonnables. Nous réalisons des progrès pour résoudre ces problèmes et il est clair que la réalisation de nos objectifs dans ces deux domaines aidera grandement à encourager la croissance, a-t-il dit. Jamaïque, une saison touristique record. L'aéroport international 5 stars de Montego Bay a accueilli la semaine dernière un nombre record de 14 000 passagers, soit le plus grand nombre de visiteurs en une seule journée. Ils sont arrivés sur 55 vols, 4 en provenance d'Allemagne et 6 du Royaume-Uni. Le président du Jamaica Tourist Board et de l'autorité aéroportuaire de la Jamaïque, Denis Morrison, a déclaré que le nombre d'arrivées représente une augmentation de 20% par rapport à la même période l'an dernier, qu'il attribue au travail de promotion du ministère du Tourisme et des Loisirs. Il y a eu un gros travail de marketing de la Jamaïque qui a été réalisé pour en faire une destination privilégiée en collaboration avec diverses agences de voyage. Ces efforts ont participé au taux de visiteurs enregistré cette semaine, a-t-il déclaré. Des investissements significatifs ont par ailleurs été réalisés en faveur de la formation des personnels de l'aéroport et en dispositifs de sécurité avec des machines supplémentaires et des détecteurs de métaux. Retour en Guadeloupe et direction les services après-vente des magasins. Ces services qui doivent faire, depuis le passage du Père Noël, doivent faire face à de nombreux déçus entre les jouets reçus en double ou alors les tablettes qui ne fonctionnent pas. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour satisfaire au mieux ces déçus de Noël. Le reportage de Muriel Barlagne. Les tablettes, dans cette enseigne, on en a vendu 1000 pour Noël. Alors forcément, c'est le produit sur lequel on enregistre le plus de retours au service après-vente. 5 ou 6 de toute taille et pour tous les âges sont déjà revenus. Généralement, sur les tablettes, c'est plus un problème concernant l'allumage ou problème de chargement. Tout ce qui concerne le chargement de l'appareil, je dirais que c'est les problèmes récurrents sur les tablettes. Parmi les articles les plus vendus de ce magasin, les drones. Pour l'instant, 2 ont atterri au SAV. Quant aux gyropodes ou gyroskate, 4 sont revenus sur les 40 vendus. Ici, les clients n'ont pas à attendre pour avoir leurs produits. Nous, par rapport au service que nous avons mis en place, je dirais que nous sans la panne, on envisage carrément un échange au client. C'est beaucoup plus facile à gérer comme ça et le client est beaucoup plus joyeux, je dirais, que de faire tarder et attendre le client pour un futur échange. Les techniciens interviennent rarement sur les produits défectueux. Le plus souvent, ils sont renvoyés aux fournisseurs. Le service après-vente est aussi très sollicité pour des conseils d'utilisation, encore plus après le rush de Noël. Dans ce magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets, les articles qui reviennent sont immédiatement pris en charge. Valérie Nègre, vendeur conseil, vérifie d'abord qu'ils peuvent être réparés. Entre ses mains, un drone offert à Noël. Là, ils ne volent pas correctement. Donc sur les 4 hélices, il y a une qui tourne mal, donc le drone il vole en biais en fait. Donc là, je vais vérifier les engrenages et voir bien si au niveau des écrous ça coulisse bien. Sinon, si c'est un problème moteur, je ne pourrais pas changer, ça ne vaudra pas le coup. Donc après, je suis obligé de faire un avoir au client pour alors lui changer le drone. Après quelques manipulations, le drone fonctionne à nouveau. Il pourra être remis au client. Seuls quelques produits présentent des dysfonctionnements irréparables. Généralement, les produits réellement défectueux, il y a à peu près une vingtaine. Donc ceux-là, c'est quelques soucis électroniques des fois, des fils mal soudés ou des trucs comme ça, ou alors des boîtes dans lesquelles il manque une des pièces. Mais sinon, les jouets qui reviennent, ça peut être dû à la qualité des piles, ou alors suite à une mauvaise manipulation, le premier jour, le joueur a reçu un choc et voilà. Les acheteurs ont 3 mois pour faire échanger leurs jouets, période après laquelle les articles ne sont plus sous garantie. En sport, c'est au tour de l'équipe de France handisport de natation de venir en stage chez nous pour préparer les Jeux paralympiques de Rio de 2016. Elle s'entraîne depuis le début de la semaine, notamment à la piscine intercommunale des Abîmes. Éric Pommier a suivi l'entraînement ce matin d'Anita et du jeune Théo. Le handicap n'empêche pas d'accéder au haut niveau. Anita, Fatis et Curin Théo sont en équipe de France de natation handisport en Guadeloupe depuis très peu de jours pour une préparation intensive. On nage 2 fois par jour, très tôt le matin et puis dans l'après-midi.
Il y a des séances de préparation physique aussi l'après-midi pour certains d'entre nous. Et voilà, et puis on tient quand ça fait mal. Et quand on est fatigué, on se rappelle qu'on est là pour les Jeux paralympiques. Donc voilà, ça nous rebooste et puis c'est reparti, quoi. Anita, en équipe de France depuis 2009, annonce que Rio seront ses derniers Jeux. Raison de plus pour l'athlète de se donner à fond pendant cette semaine, car il faut être prête. J'espère, normalement on peut pas dire aujourd'hui que je suis qualifiée, je suis présélectionnée. Et donc voilà, j'espère ma sélection, ça se décidera en mars. Et puis surtout, ça sera mes derniers Jeux, puisqu'après je mets un terme à ma carrière. Pour Théo, tout est nouveau. La Guadeloupe est son premier grand voyage, être en équipe de France également. Quant à Rio, le rêve deviendra probablement réalité. Le jeune homme veut être à la hauteur de l'événement. Alors Théo, seulement 15 ans, déjà en équipe de France, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était lors des championnats de France. Cette année, j'ai réussi à me qualifier au championnat du monde qui se passe à Glasgow. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ma première compétition internationale et ma première sélection en équipe de France. Et voilà, on se dit que c'est parti et qu'on est avec les grands et qu'il va falloir se donner à fond pour faire un maximum de résultats. Je suis présélectionné aussi. On verra en mars comment ça va se passer. J'espère que je serai sélectionné et que je partirai à Rio. Tout a une fin. Anita et Théo sont encore là jusqu'au 9 janvier 2016, toujours avec le même programme quotidien, nager 4 heures par jour. C'est cet après-midi que doit être inhumé Alain Rapon en Martinique. L'ancien président de la Ligue de football martiniquaise est brutalement décédé le 25 décembre dernier à l'âge de 65 ans. Hier soir, plus de 1000 personnes étaient venues lui rendre un dernier hommage au hall des sports de Beau Séjour à Trinité. Avant de vous quitter cette information pratique, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Morne-à-l'Eau, plusieurs secteurs sont privés d'eau potable depuis ce matin en raison du lavage de réservoirs de Blanchette. Sont concernées les zones de Blanchette, Boivin, Lasserre, Marchand et Métuvier. Même chose au Moule si vous êtes dans les secteurs de Boivin, Château-Gaillard et Pavé. Retour à la normale pour ces deux villes en fin d'après-midi. Vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe, le temps va rester très mitigé, notamment dans la région pointoise et du côté de Capesterre-Belle-Eau où les averses seront toujours d'actualité. Des ondées entrecoupées tout de même d'éclaircies, les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de votre téléfilm Accusé à tort. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.